Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous avons la joie de recevoir Marjorie Tixier. Bonsoir Marjorie. Bonsoir. Et nous retrouvons Sophie Bouzige de la librairie Les Cocottes Rousses à Lyon. Je dis Lyon parce que c'est plus simple à situer si tu m'en veux pas Sophie. Bonsoir Sophie, comment vas-tu? Bonsoir Nathalie. Alors ce soir on reçoit Marjorie pour son livre À l'encre rouge qui est sorti aux éditions Fleuve. Avant de vous laisser discuter toutes les deux de ce livre, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Marjorie par mon intermédiaire et je me ferai un plaisir de venir vous poser Marjorie à la fin de votre sublime entretien avec Sophie. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci Nathalie. Merci. Bonsoir Marjorie. Bonsoir Sophie. Bonsoir à tous. Enchantée de vous rencontrer ce soir. Moi aussi. Petite question, où vous trouvez-vous aujourd'hui, là, ce soir? Ah bah dans mon bureau. Dans Voilà, chez moi, dans mon bureau. votre espace d'écriture aussi? Oui, oui. C'est ici que j'écris vraiment le plus souvent. En tout cas, mes romans, c'est évident. La poésie, ça peut être plus itinérant, mais les romans, c'est quand même toujours dans ce bureau précisément. D'accord, donc vous me tendez la perche pour vous présenter. Donc vous êtes professeur de lettres modernes, je crois. Oui. Vous écrivez de la poésie, vous écrivez également du roman. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser tout particulièrement à l'encre rouge, votre troisième roman, qui arrive après Un matin ordinaire, qui est sorti en 2020, et puis Un autre bleu que le tien, qui est sorti peu de temps après, en 2021, et qui était en sélection prix Filigrane, et également Grand Prix des lecteurs 2023 en format pocket. Oui, oui, oui. Alors, pour la petite histoire quand même, vous dire que c'est la première fois que j'ai eu l'opportunité de vous lire, puisque je n'ai pas lu vos précédents titres, et que c'est un plaisir pour moi de faire cet échange. J'ai découvert un style exigeant et des sujets intrigants et brillamment conduits et construits. Donc, on va voir ça tout de suite en détail. Je vais remettre un petit peu en contexte l'histoire. Nous sommes dans les années 70-80, au démarrage du texte, dans le Nord. Une famille d'aubergistes qui vit à l'Estaminet, près de Castel, pas très loin de Lille non plus. Oui. Pierre, Jeanne, un couple bienveillant, aimant à la vie et aussi au travail, solide et solidaire, et leur fille, Diane. Une famille sur le papier, pour commencer. Et puis Diane, nous la découvrons petite, jeune, belle, libre. Première scène à bicyclette, gambette à l'air, belle boucle bouclée blonde, une jolie petite fille. Elle a des parents qui sont besogneux mais affectifs. Mais le temps manque un peu aux parents pour l'accompagner correctement. Elle rêve d'être chanteuse, Lisanne. Et elle souhaite briller un peu en pleine lumière. Et très vite, en fait, elle va rencontrer un jeune homme et se retrouver enceinte. Cet enfant, elle va décider, après avoir hésité, de le garder. Cette jeune fille, elle va être prénommée, sa fille va être prénommée. Alors, dites-moi si je prononce bien, Jolene. Je pense que c'est au lecteur de décider. Vraiment, on a le choix pour le coup. Nous amener par moments à jouer aussi sur les consonances et les syllabes, exactement. la façon dont on nomme les personnes dans votre texte. Oui. Cette jeune fille va débouler dans cette famille et le tableau est très vite placé dans votre récit. Le décor de départ présage de tumultes importants, des tensions intrafamiliales à l'arrivée de cette petite fille, puisque Lydiane va décider de ne pas s'en occuper et de faire devenir les grands-parents des parents de substitution. Oui. Les membres de la vie de famille, de cette vie de famille, semblent vous intéresser particulièrement, la difficulté d'aimer, de reconnaître les attentes, de tenter d'y répondre, de trouver sa place, de grandir, de s'affranchir par-delà les parents, rester libre avec ses différences. Une famille, finalement, Marjorie, c'est quoi pour vous? C'est une vaste question. Hein. Je pense qu'il y a autant de familles que de familles. Mais peut-être qu'à travers mes livres, j'explore aussi la possibilité que la famille soit quelque chose de plus large que le cercle familial lié au sang directement. En tout cas, je pense que Jolene choisit une mère qui n'est pas sa mère, entre guillemets, directement, puisqu'elle ne reconnaît pas Lysiane effectivement comme sa mère, et elle va plutôt choisir sa grand-mère. Donc, peut-être que la famille, clairement, en tout cas la famille très très proche, c'est la famille de ceux qui se reconnaissent, qui se comprennent et qui s'accompagnent vraiment de manière bienveillante.
Et Lisiane est un personnage, donc la maman de Jolene, est un personnage particulièrement intéressant et intriguant dans votre texte. Elle est mère à 16 ans, très jeune. Elle exige que ce soit donc ses parents qui deviennent les parents de substitution de sa propre fille. Elle est absente, mais elle reste distante. Mais elle va conserver quand même un rôle et une emprise sur ses parents et sur sa fille à distance. C'est un personnage multicomplexe et c'est là où c'est très intéressant, la façon dont vous écrivez. Elle est manipulatrice, elle ment, elle détruit, mais en même temps, elle souffre. Elle est en quête d'amour, elle est volontaire et courageuse. Vous écrivez à un moment donné, il est vital pour Lisiane de croire à ses délires. A-t-elle été un personnage pour vous compliqué à écrire, à composer et à accompagner dans votre texte? Oui, c'est un personnage qui est difficile, qui a été difficile à écrire aussi parce qu'il est bon, d'abord complexe, mais aussi très sombre, et qu'en effet, on peut très vite le juger très négativement. Et la tentation pouvait être d'arrondir un peu certains angles, etc. Et en fait, ce n'était pas possible par rapport à l'écriture et par rapport au caractère de ce personnage, en fait, parce qu'elle a sa propre logique. Je pense qu'elle n'a pas forcément conscience d'être aussi destructrice pour les autres et pour elle-même, je trouve. Elle est enfermée vraiment dans une logique qui est la sienne. Et en fait, comme elle n'arrive pas véritablement à s'ouvrir aux autres, elle est persuadée que ce qu'elle fait, c'est forcément toujours bien. Et elle voit pas, elle n'a pas vraiment conscience des conséquences de ce qu'elle fait. Elle est enfermée dans un rêve, dans une image qu'elle a d'elle-même, dans une ambition. Et en fait, à partir de là, en fait, elle a une espèce d'obsession qui la guide et qui fait que pour elle, tout est toujours justifié par cette obsession qu'elle nourrit. Jusqu'au moment où elle se rend compte que, bon, finalement, à force d'échecs, elle ne va pas pouvoir aboutir là où elle a envie. Donc, elle va trouver un plan B. Et ce plan B, c'est sa fille. Elle ne doute jamais vraiment, Lisiane. Et pour vous, est-ce qu'elle fait des choix ou des non-choix finalement dans sa vie? Alors, je dirais que si je me place du point de vue de Lisiane, je pense qu'elle croit qu'elle fait des choix. Dans sa perspective, elle fait des choix, d'abord parce qu'elle part, parce que d'abord, elle ne veut pas garder l'enfant, elle négocie avec sa mère, elle se laisse attendrir, et puis il y a surtout qu'elle réagit en fait, elle est toujours en réaction, elle est vexée, elle est blessée, en fait, dès qu'elle est touchée dans son orgueil ou dans sa personnalité profonde, dans son ego, elle agit. Et pour elle, ce sont des actes forts et des marques vraiment de liberté. Après, si on regarde d'un point de vue plus extérieur, qu'on se détache un petit peu de ça, ben on pourrait se dire que non, en fait, finalement, comme elle agit en réaction, elle n'agit jamais véritablement en accord avec ce qu'elle pourrait profondément créer, nourrir de positif. Elle est toujours davantage dans le conflit que dans la relation. C'est ça qui la perd, je crois. Alors, loin de Lisiane, en fait, qui devient serveuse à Lille, on va un peu avancer un peu dans votre récit. En fait, Pierre, Jeanne et Jolene vont vivre sereinement et agréablement à l'estaminet, poursuivant leur vie d'aubergiste. Jolene, elle est scolarisée, on la voit grandir, s'épanouir. Elle apprend à lire, écrire. Elle a une relation aussi douce et assez, on va dire, aimante avec sa maîtresse. Elle grandit bien, elle rentre au collège, elle est pleine de vie finalement, cette jeune fille. Elle découvre la musique. Elle commence à jouer des notes, à composer au clavier numérique. Et finalement, c'est bien trop joli, tout ça, bien trop heureux pour Lisiane, sa mère, qui va, le joli qu'elle n'a pas eu, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut le ressentir, et qu'elle décide de subtiliser aux autres à un moment donné. Donc, Lisiane va passer son temps à stopper le joyeux de ses parents et de sa propre fille, à souffler le chaud, le froid, sa marque de fabrique. Et elle va décider à un moment donné, alors qu'il s'en occupe au quotidien depuis des années, revirement de situation, rupture brutale, chaos familial. Elle va détruire l'ordre fragile établi depuis de nombreuses années et elle va exiger de reprendre en fait Jolene et de s'en occuper et de l'amener avec elle à Lille. Alors, est-ce que la question que je me suis posée quand même, parce qu'il y a quand même tout un travail sur le personnage de Jolene qui, elle, va malgré cet arrachement-là, va rassurer ses grands-parents,
Du haut de sa jeunesse, elle va adopter une façon de faire qui est assez incroyable, hein, d'endurer, d'accepter le nouveau scénario de vie qui est exigé par sa maman, par sa mère en tout cas, excusez-moi, je vais enlever le terme maman. Donc il y a une psychologie, c'est Jolene aussi, qui évolue au fil du roman. Elle capte les événements à chaque âge et elle va à chaque âge protéger les personnes qui se doivent d'être protégées. Est-ce que vous avez travaillé sur des cas précis, des profils psychologiques un petit peu difficiles pour les nourrir et pour accompagner aussi bien justement la façon de faire de chacun de vos personnages d'un point de vue psychologique justement? Ben, je pense que ça vient, enfin, oui, peut-être que je l'étudie par rapport à différentes lectures qui sont jamais des lectures savantes de psychologie ou quoi que ce soit. C'est pas vraiment là que je vais chercher des sources. J'observe beaucoup en fait et depuis très très longtemps en fait. Donc je pense que c'est ça, c'est des choses que j'ai vues, que j'ai entendues, des comportements que j'observe depuis que je suis très petite en fait. Et que finalement j'explore après dans mes livres et qui se retrouvent comme ça dans la psychologie des personnages. Jolene, je pense qu'elle est comme ça parce qu'elle a une forte culpabilité du fait qu'elle a très tôt senti qu'elle avait privé sa mère de quelque chose. Et du coup, elle fonctionne de façon apaisante. Elle a conscience que déjà le fait d'exister, c'est déjà trop pour sa mère. C'est déjà une trop grande souffrance. Lisiane lui a vraiment rebâché ça très tôt et elle a du coup ce réflexe de protection de sa mère parce qu'elle se sent coupable de, finalement, sans trop avoir les mots à la base parce qu'elle est trop jeune, mais vraiment, je pense qu'elle a très tôt cette conscience qu'elle a, par sa présence, elle est une entrave à la réussite de sa mère, à son épanouissement, à la vie qu'elle aurait voulu. Et elle a aussi très tôt conscience d'être très aimée de Jeanne. Et donc, elle essaye sans cesse finalement, de les ménager l'une l'autre parce qu'elle sent le conflit. Elle est hypersensible finalement. Elle sent très bien que chacune est en souffrance, autant sa mère que sa grand-mère, et elle a sans cesse ce réflexe d'apaiser en fait. Elle est un peu le tampon en fait entre les deux femmes aussi. Ce qui est surprenant aussi, c'est le couple donc de grands-parents et de parents substitutifs en fait de Jolene, que sont Jeanne et Pierre, qui ne sont pas avares, on va dire, en attention, en amour, alors pour Jolene, mais pour Lisiane non plus. Ils lui ont laissé un petit peu, on va dire, un champ des possibles. Elle a fugué jeune au lycée, elle a décidé de décréter d'arrêter. À aucun moment, ils se sont mis en barrière, en opposition à ses envies. Et pourtant, on sent Lisiane, on va dire, dure comme du béton envers ses parents, comme une envie de les faire payer, mais on ne sait finalement pas trop quoi. Je pense que d'abord, elle leur reproche vraiment de ne pas l'avoir amenée à faire de la musique quand elle était jeune. Elle voulait ça et elle n'a pas été entendue dans ce désir-là. Et à partir de là, quelque part, elle a une espèce de frustration qu'elle reporte toujours sur les autres. Et même si ses parents ont une évolution, à un moment, ils reconnaissent clairement qu'ils auraient dû l'écouter davantage, qu'ils étaient trop occupés, qu'ils avaient des idées toutes faites, peut-être parce qu'eux, ils avaient cette auberge et qu'ils se disaient bah, c'est une belle histoire, cette auberge. De toute façon, après nous, ce sera notre fille. On n'a qu'une fille, elle reprendra l'affaire. Ils se rendent compte de ça et eux, ils vont essayer justement de racheter ça avec Jolene en se disant bon bah voilà ce qu'on a loupé avec Lisiane parce qu'on n'a pas écouté ce qu'elle nous demandait. Bah, la petite a l'air d'avoir les mêmes envies, on va lui donner. Donc ils se rattrapent un peu plus tard et toujours quelque part en s'excusant, en disant oui on sait que on n'a pas compris ce que tu voulais. Mais Lisiane, en fait elle est tellement enfermée dans son ressentiment qu'elle a besoin d'une cible en fait sans cesse parce que sinon elle serait obligée de remettre la faute sur elle-même parce que finalement, on comprend assez vite qu'elle dit qu'elle veut chanter, mais elle ne le fait jamais. Et elle aurait des moyens, elle pourrait s'inscrire à un cours, elle pourrait se rapprocher de quelqu'un, elle pourrait trouver des choses. Elle imagine, elle va le faire, elle le fera plus tard. Mais en fait, plus tard, c'est toujours plus tard et donc c'est jamais. Et Lisiane, c'est quelqu'un qui... je pense qu'il y a comme ça des personnes qui ont des rêves et qui parlent de leurs rêves, qui les rêvent à l'infini, sans jamais les réaliser. Et pour moi, elle incarne un petit peu ce profil-là.
Et puis, il y a des séquences qui sont aussi très, très fortes, qui sont limite cruelles, en fait, même s'il n'y a pas de violence physique, hein, mais les séquences répétitives de coupe de cheveux imposées à Jolene à chaque visite donc, de Lisiane, qui va lui imposer, on va dire, une séquence où on va lui faire un carré court, coupe presque au bol, lui enlever finalement peut-être une partie de sa beauté, de son physique, la destituer de ce qui pourrait la rendre une possible rivale, en fait, hein, à sa mère. C'est des séquences qui sont je trouve, hein, pour moi, la lecture, alors je ne sais pas si je suis une femme, j'en sais rien, ou j'ai des filles, mais qui sont violentes, voilà. Et à ce moment-là aussi, je me suis interrogée sur le couple de parents de Lisiane, qui, en fait, sous couvert d'aimer et leur petite fille et leur fille, ne pas arriver à intervenir et à se placer au bon endroit dans des séquences comme celle-ci où finalement il aurait pu très bien rester des parents pour Lisiane et faire acte d'autorité sur elle à ce moment-là, en fait. Donc, comment vous expliquer aussi justement que ces parents qui semblent quand même avoir la tête, on va dire, sur les épaules et agir et dire certaines choses quand ils ne sont pas d'accord. D'ailleurs, ils progressent dans le récit, hein. Plus ils avancent en âge, plus ils s'autorisent à exprimer des choses à leur fille sur ce qu'il ne convient pas de faire, mais ils sont eux-mêmes dépossédés de la situation concernant les filles, leurs filles. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'entendre. Oui, alors là, je verrais peut-être deux raisons. D'abord parce que Jeanne a toujours eu conscience du départ, elle sait elle n'est pas la mère légitime de Jolene, que la mère, c'est Lisiane. Donc, elle le dit d'ailleurs très vite à Lisiane, tu veux que je m'occupe de ta fille, tu me délègues ce rôle, mais un jour, tu me laisseras, tu reprendras ta place. Elle le sait. Elle connaît le tempérament de sa fille, elle connaît très bien Lisiane et elle sait que c'est quelqu'un qui… elle a un tempérament de feu, Lisiane. Elle va au bout des choses. Elle n'a pas de limite, en fait. Et je pense que ça, Jeanne et Pierre le savent et que s'ils ne plient pas, ça va complètement rompre. C'est soit ils font allégeance à leur fille, soit elle va partir, elle va tout exploser. En fait, elle est incontrôlable. C'est vraiment quelqu'un qui peut faire peur parce qu'elle a une telle fougue, elle a une telle… capacité à se mettre en colère, hein, la colère de Lisiane, ses colères sont quand même impressionnantes, que tout le monde se tait quand elle a décidé quelque chose, quelque part on la laisse faire parce que sinon ce serait pire. En fait, c'est un peu comme ça que j'ai vraiment voulu orienter ce personnage et ça explique pourquoi c'est petit à petit que les grands-parents essayent quand même de protéger Jolene à mesure qu'elle grandit pour essayer quand même de la protéger, mais tout en laissant Lisiane sa place parce que sinon, ça risque d'être trop violent. Effectivement, ils ont bien conscience que Lisiane, elle souffre, qu'elle lutte finalement contre, paradoxalement, ce que la vie lui a offert, c'est-à-dire sa fille. Elle ne va avoir de cesse de prétendre son sacrifice, son devoir et surtout de réclamer une forme de redevance. Une revanche sur la vie. Et cette revanche, c'est sa fille, sa propre fille, qu'elle va maltraiter, qu'elle va utiliser un peu comme une marionnette, une bien jolie poupée. Et elles ont un point commun malgré tout. Et ce n'est pas le physique. Le point commun, c'est la musique, le chant, en fait. Alors, Lisiane, elle va pousser, elle va fustiger Jocelyne à travailler, elle va l'inscrire au conservatoire de musique, elle va lui payer des cours, tout ce que finalement, dont elle n'a pas bénéficié, elle. Mais elle ne va jamais l'encourager. Elle ne va pas lui dire que ce qu'elle fait, c'est bien. Elle va surtout lui dire qu'il faudra qu'un jour, elle lui rende la monnaie, qu'elle lui revaudra ça un jour. Donc, elle va se positionner quelque part en sauveuse, en garante de vie future pour sa fille, sans s'y intéresser ni vraiment la connaître. Alors, la musique, elle a un rôle central, pivot dans votre roman. Ouais. C'est un des fils conducteurs de votre récit. Jolene, elle est bercée toute petite aux 4 saisons de Vivaldi. Elle va finir sur scène en concert, suivie et reconnue pour son talent de chanteuse, là où sa mère, finalement, Lisiane, a échoué. On sent bien que vous accordez un rôle spécifique à la musique, comme un échappatoire, une protection intrinsèque, un besoin d'évasion, une compensation, un apaisement aussi. Alors, je vais lire un passage pour donner un petit peu la mesure de cette entrée de la musique dans votre récit. Je parle de Jolene, vous parlez de Jolene.
Elle voulait écouter la musique, la sentir battre dans son cœur, la goûter, la dévorer, la serrer contre son ventre toute la journée et l'entendre encore la nuit pour ne plus jamais éprouver la solitude ni l'abandon. Parce que si Jeanne et Pierre n'étaient pas ses parents, chaque mot qu'elle prononçait était un mensonge, une erreur. Et chaque mot qu'il prononçait devenait suspect à son tour. Si autour d'elle, tout semblait flou, incontrôlable et sans repère, la musique, au contraire, se passait de logique et de vérité pour se nourrir d'émotions. Elle devint ainsi son refuge, un espace de liberté où ses longs cheveux pouvaient onduler et se laisser tresser par des mains aimantes. Un lieu où elle se réinventait ailleurs que dans l'entrelac des relations complexes qui détraquaient sa famille. Quelle place tient la musique dans votre vie? Ah, ben, elle est essentielle pour moi aussi. J'ai beaucoup travaillé dans mes romans, il y a toujours de la musique, je pense peut-être un peu moins dans Un matin ordinaire, encore que même au début, Laurence se laisse bercer par la musique aussi. Dans Un autre bleu que le tien, la musique est fondamentale aussi pour Rosalie, avec Péléas et Mélisande et la musique qu'elle écoute. Et là, on le retrouve, c'est vraiment un fil conducteur, je pense, dans tous mes livres, il y a une bande son, il y a une musique. Oui, bon, ça fait partie aussi de ma construction. J'étais musicienne quand j'étais enfant et j'ai fait longtemps de la musique. Et même si aujourd'hui je ne joue plus vraiment d'instruments, je reste très, très musicienne dans l'âme et peut-être avant tout. Donc peut-être que c'est ce manque-là que je recherche aussi à compenser par l'écriture, ou en tout cas, la musique que moi je ne joue pas, voilà, parce que c'est comme ça, je la recrée avec les mots. Et donc, mes personnages sont volontiers imprégnés de musique. Et Ouais. vous faites référence à une chanteuse country? Vous êtes fan de country? Eh bien, pas du tout, en fait. C'est un hasard parce que au moment où j'ai commencé l'écriture du livre, donc ça devait être, je crois, en 2020, quelque chose comme ça, l'été 2020, c'est mon neveu qui m'a fait découvrir cette chanson par hasard. Il l'avait écoutée, il l'a trouvée jolie et surtout, à l'époque, il cherchait un prénom pour leur future fille. Il disait « Ah, Jolene, c'est joli, bon ». Et puis ensuite, je lui ai demandé, je lui ai dit « Mais est-ce que tu comptes finalement appeler éventuellement ta fille comme ça ?» ou c'était... Il me dit « Non, non, tu peux y aller, tu peux t'en servir ». Il avait bien compris que... Et en fait, ce qui m'a intéressée et qui a fait que ça a été un déclencheur finalement pour l'écriture du livre, après vraiment j'ai eu l'idée du synopsis complet, c'est que dans la chanson de Jolene, il est question de rivalité. Alors évidemment, dans Jolene, c'est une rivalité amoureuse. Là, c'est pas le cas parce que c'est une mère et sa fille, mais on retrouve quand même cette idée de laisse-moi une place, tu es plus forte que moi, tu vas me prendre ma place, laisse-moi l'homme que j'aime parce que tu es plus belle, tu as tout plus que moi, mais moi, si j'ai pas cet homme-là, bah, je vais dépérir, quoi. Je peux pas vivre sans lui, donc Jolene, s'il te plaît, va-t'en. Et donc, c'était vraiment dans le thème que j'étais déjà en train de traiter, parce que j'avais une autre chanson en tête, là, pour le coup, depuis longtemps pour mon livre. C'était la chanson de Jean-Louis Aubert, Alter Ego. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, au début, j'avais envie d'appeler mon livre, de l'intituler Alter Ego. C'était mon premier titre provisoire, Alter Ego, un autre moi. Mais dans la chanson, il est quand même question... Alors, il est question de quelqu'un qui a disparu. Je ne sais pas, je trouve que cette chanson est un petit peu ambivalente, en tout cas pour moi quand je l'écoute, de quelqu'un qui a disparu, qui serait mort peut-être, ou de quelqu'un qui est parti et qu'on ne veut pas lâcher. Et donc, voilà, ces deux chansons-là ont été un petit peu le terreau du livre à un moment. Mais non, je n'ai pas de goût particulier pour la country plus que ça. Non. Et vous écoutez quoi? Alors, je suis curieuse. Ah, bon, fou, alors j'écoute beaucoup de choses. J'écoute j'écoute un peu de classique, j'écoute de la chanson populaire, j'ai un grand amour pour Stéphane Echer depuis très longtemps. J'écoute, je sais pas, ce qui vient. J'ai écouté il y a pas longtemps Suzanne, Juliette Armanet. J'écoute beaucoup de musique polonaise aussi. Il y a des groupes polonais que j'aime beaucoup, comme Kua Jabloni ou des chanteurs polonais. Il y en a plein, j'écoute, ça change en plus, ça dépend, ce qui me tombe sous la main. Large et éclectique.
Oui, très, Ouais. très éclectique parce que, en fait, je ne me suis pas stabilisée dans mes goûts, que ce soit en littérature ou en musique, c'est la même chose. Je peux vraiment balayer énormément de registres. Dans une même journée, écouter des choses très différentes, ça dépend. La meilleure des nourritures quand on Ouais, est large. c'est ça. Joline, elle a accepté, enduré, essuyé pendant son enfance et son adolescence les failles de sa famille et la complexité des liens familiaux. Et arrivée à l'âge adulte, Joline, elle va porter comme un poids sa naissance. Elle souffre de ce qu'elle est finalement, même épanouie dans sa vie de jeune femme, même amoureuse. Elle est terrassée par son histoire, ses origines, son identité. La question du père, qui est, on va dire, en relent permanent dans l'histoire de Lisiane déjà, mais dans le récit tout entier. La question de la mère, évidemment, avec cette double entrée pour Joline, sa mère biologique et sa mère de substitution, sa grand-mère, et sa place à elle, sa place d'enfant et puis de futur adulte. Donc cette question des origines, de la construction finalement et d'identité, c'est un sujet aussi fort de votre roman. Joline, elle sait que sa mère Lisiane biologique, elle sera toujours là, à rôder autour d'elle, omniprésente, même absente, à quêter, à décider, même parfois pour elle, à exiger pour elle. Et vous écrivez, et vous, je fais voix de Joline, vous écrivez « Ne restez plus que la fillette esselée devant sa glace rectangulaire, une gosse délaissée, orpheline, dont d'autres s'occupaient pour lui inoculer insidieusement le sentiment d'être redevable. Elle dira, c'est Joline qui parle, j'ai peur de tout et de rien, je panique, c'est en moi, et Jeanne me manque, Pierre me manque, et Lisiane est partout. » Alors le biologique, il ne disparaît jamais véritablement, on l'a bien compris. Le biologique, il dépose ses empreintes, il tatoue, il marque de façon indélébile. Il fait aussi culpabiliser de sa propre naissance et existence par défaut. Je vais vous poser une question qui m'a titillée depuis le début quand j'ai terminé votre livre. Est-ce que votre récit, ce n'est pas une tentative de démonstration que le biologique peut s'effacer peu à peu au profit du cœur et du sentiment? Ben oui, je pense que c'est une bonne analyse. Enfin, peut-être que c'est quelque chose qu'en filigrane, j'essaye de dire dans mes livres, oui. C'est pas sans difficulté, pas du tout, on le voit, mais s'il y a une véritable volonté, et je pense que c'est quelque chose qui est quand même vraiment envisageable. Pas dans le sens où ça pourrait être complètement réparé, oublié, gommé, etc. Ça, je ne pense pas dire ça dans mes livres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme de réinvention de soi. En fait, à un moment, il y a une volonté de dire, voilà, les choses n'ont pas été bien distribuées au départ, il y a une relation qui a été manquée. En tout cas, entre Joline et Lisiane, c'est clairement ça. C'est une rencontre qui ne s'est pas faite. Et qui n'est pas rattrapable, en fait, et qui est nuisible et pour l'une et pour l'autre. Et donc, il y a quand même une possibilité de se reconstruire autrement après, enfin, de reconstruire un tissu familial, parce que c'est vrai que pour Joline, après, elle va perdre sa grand-mère, qui va être une perte vraiment importante pour elle. Et puis, plus tard, le grand-père. Donc, c'est un moment où il va falloir, on sent qu'elle est un moment de sa vie où il faudra qu'elle se reconstruise, elle, avec un entourage qu'elle va se recréer, des gens bienveillants. Et la musique l'amène à ça, parce que bon, elle rencontre Yann, et puis ensuite, il y a différentes personnes qui vont l'aider à rentrer doucement dans la profession, à commencer une carrière. Il y a d'autres personnes qui sont là, qui reconnaissent ses qualités et qui vont l'aimer pour ce qu'elle est, et peu à peu peut-être compenser le manque, parce que bon, malgré tout, le manque d'amour de mère, ou un mal-amour d'une mère, c'est quand même quelque chose de compliqué, je pense, à vivre pour se construire. Donc, il faut du temps, et il faut vraiment autour de soi un épais tissu de personnes bienveillantes pour compenser. Si vous aviez à faire le choix d'un personnage dans votre récit, lequel serait le plus familier pour vous?
le plus évident ou, Dans ce livre, le plus familier, je pense que c'est Jolene qui est plus familière pour moi dans ce livre, parce elle est musicienne comme moi, et puis elle va vers l'écriture, elle va vers la littérature, c'est quelqu'un qui est complètement habité par la création, par l'art, par la quête de la beauté. C'est aussi quelqu'un qui est assez sur le retrait, plutôt discrète, etc., qui se cherche toujours un peu. Donc oui, là, je me retrouve davantage dans ce personnage-là, moi, en tout cas, si c'est le personnage peut-être que je pourrais connaître le mieux dans mon intériorité, mais en même temps, il y a, je pense aussi dans mes personnages, toujours quelque chose que je peux rapprocher à moi. Et ça, c'est assez troublant, je trouve, dans l'écriture au fur et à mesure, c'est de me dire que quand j'écris, en fait, par moment, je me sens un petit peu chacun de mes personnages, autant dans le positif que dans le négatif aussi, parce que on explore toujours, on est à multiples facettes. Après, il y a des choses qu'on va essayer de dompter, qu'on va essayer on va lutter contre certaines parts d'ombre qu'on a en nous ou ne pas vouloir les admettre. Mais je pense que voilà, le fait d'écrire, ça nous met face à tout ça. Et il y a quand même toujours des petits moments où je me sens proche de la quasi-totalité de mes personnages. Vous avez fait le choix ou le non-choix, je ne sais pas comment le formuler, donc de nous laisser un petit peu en suspension. D'une part, Jolene, elle a la possibilité, l'opportunité dans ces choix qu'elle fait de croiser son père biologique. Voilà. Et puis, dans sa vie amoureuse, est évoquée également la question d'un enfant. Et elle dit clairement qu'elle ne souhaite pas d'enfant. Et vous nous laissez un peu en suspension sur sa relation avec son père. C'est, on va dire, quelque chose de choisi, c'est-à-dire de nous laisser après tout nous imaginer le champ des possibles pour Jolene dans sa vie d'adulte, savoir si elle va pouvoir dépasser les contraintes qui sont les siennes. Est-ce que c'était un peu votre idée ou éventuellement imaginez-vous comme il serait possible finalement une suite à cette histoire? Ah non, alors j'imagine pas de suite du tout à ce livre-là. Oui, les deux, alors que ce soit le sous-entendu pour Jolene qui à un moment dit qu'elle dit qu'elle n'aura pas le désir d'enfant, ou le choix de laisser la relation avec le père en suspens, je pense que oui, ça laisse des respirations aussi pour le lecteur, de la laisser aussi parce qu'elle est encore jeune en fait à la fin du récit. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'elle a réussi à s'affranchir de l'emprise de sa mère et qu'elle va se construire, elle, à part, que la musique sera toujours un moyen pour elle d'évoluer dans sa vie. Après, je pense qu'elle est très jeune, qu'elle a le temps de cheminer et puis que sa vie est très ouverte encore. Donc, je trouve que c'est bien de laisser quand même un peu d'ouverture et de ne pas vouloir tout fermer sur ce personnage à un moment où elle peut encore évoluer. On peut dire parfois à un moment de sa vie, non, je ne voudrais pas ceci, et puis plus tard, à la faveur d'une rencontre ou de quelque chose qui vient nous faire un électrochoc, remettre en question des convictions qu'on a eues, peut-être aussi parce qu'elle évoluera, peut-être parce que la relation avec son père s'apaisera et qu'on peut imaginer plein de choses. Et je pense que c'est bien de laisser cette ouverture quand même. Jolene, on sait qu'elle va changer, qu'elle va évoluer. Liliane, on est plus sur un personnage, on va dire, arrêté. Oui. Et moi, c'est quelque chose qui me déstabilise énormément dans cette idée de non-progression ou de non-possibilité de changement, en fait. Est-ce que c'est pareil, Liliane, vous la campez comme ça, c'est-à-dire avec cette espèce de pierre un peu dure là, parce qu'on sent une souffrance incroyable chez cette femme, une fragilité incroyable finalement, un besoin d'amour incommensurable. Voilà. Et qu'elle n'a jamais réussi finalement. Il est question de porte, d'ouverture, c'est être en capacité d'ouvrir les portes ou pas et d'accueillir.
Et j'ai beau chercher, je ne vois pas dans votre roman un moment où finalement elle a pu se retrouver à un moment donné en possibilité même minime de pouvoir ouvrir une porte. Oui. C'est quelque chose, on va dire, d'irrémédiable pour vous? Alors, je ne pense pas non plus pour Lisiane, parce que je pense qu'à partir du moment où elle va avoir vraiment la main sur l'auberge, puisque ses parents sont décédés, elle va reprendre cette auberge et on sent, enfin, moi j'ai senti cette volonté, elle le dit, elle va en faire quelque chose. Là, à ce moment-là, elle fait le deuil de sa carrière de chanteuse et elle se dit, moi, je vais reprendre l'affaire. Là, elle tient les rênes, elle a tous les pouvoirs et une fois qu'elle va pouvoir régner sur son univers, je pense qu'elle pourra évoluer, c'est-à-dire faire de l'auberge un lieu qui sera convivial, parce qu'on voit qu'elle a un bon contact avec les clients quand elle est serveuse, c'est quelqu'un qui peut quand même être avenante, mais à cause de sa souffrance, vous l'avez bien dit, elle a une telle souffrance, et puis elle a un sentiment de trahison énorme avec Fred au début, enfin, elle n'a pas eu de chance, elle rencontre une personne qui se moque d'elle, elle ne voit pas que ça va finir comme ça, elle est naïve, je pense que pendant un certain nombre d'années, elle est vraiment dans la souffrance, dans l'humiliation et dans la revanche. Mais là, peut-être que finalement, elle repart à zéro. Sa fille est partie, elle est grande. Elle est encore jeune, parce qu'elle a eu sa fille très tôt, donc elle a une quarantaine d'années. Elle reprend cette auberge et enfin voilà, moi, je ne suis pas aussi sombre pour elle. Je pense que peut-être qu'à ce moment-là où elle va avoir toute la place, elle va peut-être pouvoir commencer à ouvrir des portes et faire des rencontres un peu plus positives. En sachant quand même que Fred Solange, donc ce jeune homme qu'elle a croisé à l'aube de ses 16 ans et qui est parti comme il est arrivé dans sa vie, lui laissant un bébé à naître, elle est en attente une grande partie de sa vie de cet homme-là, du retour. Oui. Et finalement, ça aussi, elle ne sait pas l'accueillir quand l'occasion se présente, en fait. Donc, c'est très troublant. Ça fait partie d'un personnage, on va dire, très angulaire, très... Alors, juste Frédéric, je termine. Pas Frédéric, Nathalie, pardon. Je termine la dernière question parce que c'est important pour moi et pour les auditeurs. La page de couverture de votre livre est rouge. Je vais le donner, je vais le montrer. À l'encre rouge. Le titre de votre livre, à l'encre rouge. Lisiane mettra longtemps, et dès que l'occasion se présentera, du rouge à lèvres rouges, flamboyant, exubérant. Celui qu'elle fait qu'elle se sentait belle, désirable, visible, à l'image de sa persévérance et de son endurance d'ailleurs. Sa fille, Jolene, petite déjà, ne noircit pas les pages d'un cahier, par contre, elle les rougit. Des mots puis des notes composées, posées à l'encre rouge sur les carnets. Et puis plus tard, elle se signera, se marquera de traces rouges sur sa peau, des traces sur le visage, sur les avant-bras, les bras, rouges, pour se reconnecter à elle-même, dira-t-elle. Des croix pour se calmer, en guise de courage. Bien mieux que des médicaments et des tranquillisants, dira Jolene. Le rouge est une couleur symbolique, celle du sang, mais aussi celle du danger, de la violence, de la passion. Finalement, tout ce qui a trait au vivant. Alors pour moi, Lisiane et Jolene, par leur façon, incarnent ce vivant mère-fille, sublime et terrifiant en même temps. Le rouge, c'est aussi la correction. Vous êtes professeure, Marjorie. Est-ce que c'était pas un peu la tentation du rouge, si je peux me permettre? Non, alors non, parce que j'ai tendance à ne pas corriger au stylo rouge. J'ai horreur de ça. Je trouve ça agressif et donc non, je l'utilise très peu. Et donc, je n'ai pas pensé à ça. Franchement, l'enseignement, c'est quelque chose qui ne m'effleure pas 2 secondes quand j'écris. C'est 2 mondes à part, vraiment très à part pour moi. Vraiment, le rouge, pour moi, la base, c'était Nerval. Parce que Nerval a écrit ses textes des chimères à l'encre rouge. Or, les chimères, bon, au sens propre, ce sont des illusions. Et en fait, l'encre rouge de Nerval, dans ses poèmes, il les a écrits comme ça alors qu'il était dans un état de folie. Et pour moi,
le rouge des chimères, les délires de Lysiane, avoir une mère qui n'est pas une mère parce qu'elle est ailleurs et qu'elle ne s'est pas construite, c'est peut-être un risque de dérive chez l'enfant, en fait. Il y a aussi cette idée-là, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on n'a pas reçu, on n'a pas une mère suffisamment équilibrée ou suffisamment présente à la relation, l'enfant est en souffrance et risque de perdre son identité et de dévier vers des formes de folie, enfin folie entre guillemets. Pour moi, l'art, à un moment, la création, c'est aussi des états très limites parfois qui font que on peut comme ça perdre pied et se retrouver à la fois. Donc c'est un petit peu un jeu de funambule, mais voilà. Alors le rouge pour moi, c'est vraiment ça. Et après, évidemment, on peut rajouter tout le reste que j'ai rajouté dans le roman et je me suis bien amusée avec ça. Mais le fil est vraiment très psychologique et c'est un clin d'œil à Nerval, un poète romantique que j'aime énormément. Voilà. Bien. Sophie, est-ce que tu peux montrer le livre, parce que toi tu l'as en physique? Oui. On va rappeler que ce livre est sur la liste du prix des romancières, qui est le prix de la foire de la ville de Saint-Louis. Donc ça, c'est important. Vous êtes dans la liste et on croise les doigts pour vous. Merci, j'en suis très honorée en tout cas. On va passer aux questions. Il y a une question par rapport aux couleurs. Alors, je ne sais pas si je vais bien prononcer parce que je n'ai pas fait polonais en première langue. Donc ça, c'est Stéphanie qui la pose. Christophe Kielowski, je pense que je l'ai bien prononcé, avait fait 3 films, une trilogie bleu, blanc, rouge dans les années 90. Ouais. Est-ce que vos titres peuvent s'entendre liés ou pas du tout? Alors, on va rappeler les titres. C'est Un matin ordinaire, Un autre bleu que le tien et À l'encre rouge. Alors, la trilogie Kieslowski, je l'ai en tête. Je l'ai racheté il y a peu et je ne les ai pas vraiment vus ou vus il y a longtemps, je ne m'en souviens plus. Je vais les re-regarder parce que je suis en train d'écrire un livre justement qui va traiter de la Pologne, parce que j'ai des origines polonaises. Et voilà. Donc, évidemment, la tentation est très grande pour le prochain de peut-être de continuer sur cette ligne des couleurs. Après, ce serait vraiment symbolique, je ne sais pas. Honnêtement... Mais pour moi, pour l'instant, c'est juste une coïncidence de me dire que voilà, il y a un réalisateur polonais qui a utilisé ces 3 couleurs. Moi, au départ, je n'avais pas cette idée-là. Mais le rouge est venu en diptyque avec le bleu parce que dans Un autre bleu que le tien, mon personnage est mutique, vraiment mon héroïne, et c'est une mère qui est, au contraire, il y a un déni de grossesse en fait dans Un autre bleu que le tien. Donc une mère qui est en manque d'enfants. Et on a l'inverse. Dans le rouge, c'est une mère qui est mère alors qu'elle n'était pas prête pour ça. Donc, c'était aussi une façon d'explorer 2 facettes de la maternité. Alors, Claude a une question à laquelle vous avez en partie répondu. Donc, quelle était votre source d'inspiration? Pardon, vous l'avez expliqué pour Dolly Parton. Est-ce que c'était des faits réels pour le reste, pour cette relation toxique mère-fille, ou pas du tout? Ah non, ce n'est pas des faits réels. Non, ce n'est pas autobiographique en soi. Après, j'ai travaillé sur un personnage. Alors, il faut que je retrouve, parce qu'il y a des questions, mais alors, j'ai pas vu. Alors, est-ce que, justement, alors ça, c'est Bruno qui la pose aussi. Est-ce que vous avez interrogé des chanteurs et les familles de chanteurs pour faire votre livre ou pas? Ah non. Les artistes filles, plus exactement, c'est ça la question. Non, pas des artistes. Ouais. Alors, si, j'ai plutôt travaillé sur l'observation, en fait. Voilà comment j'ai fait. J'ai travaillé plutôt avec des... Par exemple, j'ai beaucoup écouté des chansons d'Aurora, qui est une chanteuse norvégienne, de mémoire, que j'ai beaucoup écouté à ce moment-là. J'ai écouté aussi beaucoup de musique d'Ania Rani, qui est une pianiste polonaise. Et puis aussi, j'ai la fille d'une amie qui est chanteuse, et Sophia Djebel-Rose, elle s'appelle. Et j'ai pu la voir sur scène et discuter un petit peu avec cette amie de sa fille, de son chant, et puis voilà, l'écouter chanter aussi. Ça a été des sources d'inspiration pour moi, pour Jolene. Peut-être mes 3 sources principales. Oui. Louise, elle, c'est la littérature dont elle veut parler. Quels livres sur les relations mère-fille vous ont marqué, ébloui dans votre vie de lectrice? Alors, en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est plutôt une relation mère-fils. C'est Vipère au point d'Hervé Bazin. Et j'ai lu ce livre quand j'étais, je crois, en 3e, 4e, 3e. Ça a été un choc énorme.
Et puis après, peu de temps après, 1 an ou 2, j'ai lu L'Enfant de Jules Vallès aussi. Il y a eu toute cette série de personnages féminins, de mères dures. Et je pense que c'est ça qui peut-être est ressorti quand j'ai travaillé sur ce livre. Vous voulez dire que Folcoche était sur votre épaule quand vous écriviez? Oui, oui, ça a été vraiment un personnage, je pense, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais adolescente. Ouais. Je crois qu'elle a Ouais. marqué beaucoup de monde, hein, Folcoche, Oui, on ne peut pas et l'oublier. la révolte, en fait, la révolte aussi du garçon, parce que oui, il a cette capacité à tenir tête cette haine. Et en même temps, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est la fin du roman, quand il dit, oui, bon, c'était la haine, mais au moment de mourir, elle est revenue vers moi. Et ça m'avait... parce que on voit le lien, on voit, et on le ressent chez Lisiane, c'est qu'il y a un rejet, mais il y a quand même un attachement, il y a quand même de l'amour derrière tout ça. Moi, ce qui m'a marqué dans votre écriture, c'est que vous êtes un auteur qui bouscule son héros principal, un de ses héros principaux. Est-ce que ça a été compliqué justement de le bousculer, de le violenter? Alors, violenter, c'est peut-être un peu fort. Pourquoi ce parti pris? Parce que moi, je vous le dis tout de suite, je l'ai détesté. Hein. J'avais envie de la claquer du début jusqu'à la fin. Aucune empathie. Hein. Moi, j'y vais clairement. Mais Oui. c'est particulièrement réussi. On la déteste, quoi. Non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord. Voilà, c'est là que je pense qu'on peut vraiment voir des réactions très différentes, parce que déjà dans les premiers retours de lecture des lecteurs, des blogueurs, etc., je vois que les gens réagissent de façon très différente. Moi aussi, au départ, mon éditrice, quand elle m'a dit mais ton personnage, il est vraiment noir, on l'aime pas du tout, moi j'ai été mortifiée. Je me suis dit mais comment ça non, elle a aussi des choses qui faisaient que moi, je trouve elle peut avoir des côtés très positifs dans son énergie. Malheureusement, je me dis, elle n'a pas eu de chance non plus. Elle n'a pas eu les codes, elle vit à la campagne, elle n'a pas été formée pour comprendre tout ce qu'il y avait derrière. Elle se berce d'illusions parce que simplement, elle n'est pas dans la réalité et elle n'a pas tellement le moyen de l'être. Elle est très jolie, elle s'en sert, elle fait ce qu'elle peut, elle a du charme, elle a quand même du tempérament, c'est aussi une qualité. Alors bon, elle peut être très destructrice, mais moi je la voyais pas si Alors attention, moi, sombre. Marjorie, je vous rassure, c'est un compliment. C'est-à-dire que moi, j'aime les auteurs qui savent bousculer leurs personnages et les rendre Oui, pas évident. Et là, ça veut dire que c'est très réussi. Si moi, j'ai eu oui, ce rejet pour ce personnage, c'est que c'est réussi. Je dis pas qu'elle a que des mauvais côtés, parce que forcément, la pauvre, c'est pas facile pour elle, mais je vais pas trop en dire. Sophie l'a oui. déjà bien détaillé, mais c'était un compliment sur votre écriture. Ça veut dire que le personnage est vraiment réussi, quoi. Merci. Mais oui, après, de toute façon, voilà, moi, je ne la voyais pas si sombre, mais à un moment, j'ai fait le choix quand même de traiter un personnage qui était quand même pas aussi doux. Peut-être aussi que c'était une volonté de ma part, parce que j'avais travaillé des personnages qui étaient extrêmement sensibles et doux dans Un autre bleu que le tien, et même dans Un matin ordinaire, j'avais tendance, enfin, toujours à travailler sur des personnages qui étaient voilà, sympathique, hein, de qui on pouvait facilement être empathique. Et là, j'avais envie aussi de travailler un autre versant d'une psychologie. Il y a un petit nuancier aussi, je trouve, pour le personnage de Lydiane, c'est qu'en fait, à aucun moment, elle a le sentiment de faire du mal. Oui, oui. Elle fait ce qu'elle pense bien de faire, Oui. mais à aucun moment, elle est dans des agissements, on va dire, volontairement malveillants. Et c'est là où je trouve que c'est un nuancier intéressant, c'est-à-dire que en fait, elle essaye de faire comme elle pense bien de faire et juste de faire. Alors pour elle en priorité, mais aussi pour sa fille et aussi par voie de conséquence pour ses parents. Oui. Il n'y a pas de malveillance, on va dire, volontaire, c'est ce que je veux dire en fait. Alors, Caroline ne vous a pas lu, a envie de lire, parce elle vous a écouté toutes les deux. Elle demande si le roman est daté, est-ce qu'il est à l'heure actuelle ou on est plutôt dans les années 80, et pourquoi avoir choisi comme lieu le nord de la France? Est-ce que c'est voulu pour accentuer un trait justement sur le caractère des personnages? Alors, j'ai pas volontairement pas vraiment voulu donner de date précise pour laisser un petit peu, mais enfin, on voit que c'est quand même les années 90 en fait pour la naissance de Lisiane, jusqu'en gros, on pourrait dire jusqu'en 2015, 2000, voilà, dans cet empan-là. Et le Nord, les Flandres, alors
je sais pas, c'est l'image qui m'est venue en fait. Quand j'ai vu Lisiane, je la voyais vraiment dans les Flandres. J'avais ces paysages-là que je connais plutôt bien. Et puis, j'avais envie d'un lieu qui soit reculé, une campagne, pour justement que le personnage puisse se construire dans cet isolement, cette naïveté et puis cette frustration aussi. Donc, ça veut dire qu'on aurait pu le transposer dans les années 2020 aussi. On aurait pu. Je pense que ce qui fait la différence, en fait, peut-être que ce qui a été des repères, ça a été les titres que je voulais mettre en valeur dans mon livre, parce que je voulais parler quand même de Jolene, je voulais parler d'Alter Ego, donc de Jean-Louis Aubert. Donc ça a été des contraintes fortes au niveau peut-être de la temporalité pour moi. Et puis aussi, je pense que c'est bien que c'était la limite, parce qu'il fallait quand même que Lisiane ait une certaine forme de naïveté que les jeunes filles d'aujourd'hui ont peut-être moins, je trouve. Parce qu'on est quand même, voilà, aujourd'hui, l'information circule davantage. Je pense que les filles sont quand même plus préparées, connaissent mieux leur corps à l'adolescence, alors que Lisiane, on voit qu'elle est encore vraiment dans un cocon où, elle n'a pas eu vraiment toutes les informations qui auraient été nécessaires à son épanouissement quand même. Donc, je trouve que là, les années 80, 90 restent encore des années où, on pouvait être assez dans une petite bulle d'ignorance et rester naïve assez longtemps, quoi. Ouais. Marjorie, est-ce que vous pouvez nous donner un conseil de lecture? Écoutez, oui, je peux. Je pourrais vous en donner 1000. Mais là, je vais vous donner mon dernier coup de cœur. Il date il y a 15 jours. Et en fait, c'est un livre que j'ai lu. Alors là, pour le coup, voilà, Le jeu de la dame. Mais j'ai passé un moment de lecture magnifique. Je l'ai lu à Buenos Aires, dans l'avion, là. Et j'adore les romans d'initiation en général. Il y en a un autre comme ça que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est Belgrine d'Alexandra Lapierre. Ouais. Et j'aime énormément ces romans-là où on a vraiment un personnage qui est jeune et qui va avoir une passion, une volonté, une flamme et qui va monter et qui va réussir à aller atteindre le Graal, quoi. Ça vous a donné envie de jouer vraiment, aux échecs? Alors, ça m'a rappelé que j'avais joué aux échecs beaucoup quand j'étais lycéenne. Heureusement que j'avais joué un peu, ça aide quand même pour comprendre le livre. Mais non, mais après, voilà, avoir quelques rudiments du jeu, ça aide notamment pour apprécier ces scènes où il raconte vraiment les parties, les coups, etc. Bon, après, mais puis j'ai beaucoup aimé aussi la question de justement de l'enfant orpheline qui se retrouve dans cet orphelinat, qui est finalement intoxiqué avec des drogues pour se calmer, pour calmer l'anxiété, qui doit aussi lutter contre tout ça, contre sa nature, son anxiété. J'ai trouvé que c'était un personnage qui était fascinant. Et cerise sur le gâteau, il y a quand même une Jolene dans le livre, ce qui était assez amusant parce que prénom que j'avais jamais rencontré en littérature et depuis que j'ai écrit mon livre, je trouve des Jolene. Donc il y a une Jolene aussi dans Le jeu de la dame. Marjorie, il ne vous reste plus qu'à regarder la série sur Netflix. Oui, alors ça, il paraît que c'est bien aussi. Donc, ouais, il va falloir. C'est très, très bon. Moi qui joue aux échecs, les parties sont vraiment extra. Ouais. C'est dans la collection Totem chez Gallmeister. Je remettrai la référence. Sophie, vite, un conseil de lecture là, comme ça, un libraire. Attends, je me lève 2 secondes. Dans les cartons. Les libraires ne sont jamais au top quand on leur demande au pied levé un conseil de lecture. C'est quand même dingue. C'est parce qu'il y en a trop. Il y avait trop d'idées. Non, il y a trop d'idées. Hein. En tout cas, votre précédent roman est sorti chez Pocket. J'en profite pour le rappeler. Comme ça, vous pouvez aller en librairie le chercher. Donc, vous pouvez aller chercher À l'encre rouge, donc aux éditions Fleuve, ou alors Un autre bleu que le tien qui sortait aux éditions Pocket. Sophie, alors vas-y. C'est pas récent. America, donc écrit à 4 mains de Ludovic Manchette et Christian Niemek, qui nous ramène dans les années 70 aux États-Unis. On fait un périple entre l'Alabama et Philadelphie avec une jeune fille, encore une fois, qui a l'âge de Jolene, en fait, une quinzaine d'années et qui fugue. Et qui va rencontrer toute une série de personnages en voiture, en bus, un ancien soldat du Vietnam,
Elle va rencontrer Bruce Springsteen, qui n'est toujours pas connu. Donc, elle va voyager avec un groupe de hippies, avec un groupe de... Donc, on découvre... voilà, c'est un décor de l'Amérique des années 70, vu par une jeune fille qui fugue et qui est en quête d'une liberté aussi jolie que futile, finalement. C'est un excellent à lire. C'est un très, très... Ça sort en poche en mars. Ça sort en poche au mois de mars, etc. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un voyage super. Voilà. Il y a aussi aller sur À l'encre rouge, les yeux fermés aux éditions Fleuve. Un grand merci Marjorie d'avoir été avec nous ce soir, ainsi que Sophie. Nous, on se retrouve jeudi. Merci Marjorie. On prendra la direction de la Belgique où on recevra Dominique Van Cotem pour Réparer les silences aux éditions Genèse. Mesdames, je vous souhaite une belle soirée, longue vie à l'encre rouge et à très bientôt. Merci. À bientôt. Bonne soirée, à bientôt.